votre présence. Bonsoir. Nous sommes ravis, Anne Lima, des éditions Chandaigne vient de le dire tout à l'heure aussi avant la projection du film. Nous sommes ravis de continuer donc, ce partenariat avec le Festival du cinéma brésilien. Nous avons commencé il y a 2 ans, les éditions Chandaigne ont commencé il y a 2 ans à présenter des livres au moment où le festival a programmé des films. Ça a donné des collaborations assez intéressantes. Il y a 2 ans, donc, nous avions pu projeter Vidas Secas, le festival a projeté Vidas Secas de Nelson Pereira dos Santos, alors que les éditions Chandaigne venaient de publier une nouvelle traduction du texte de Graciliano Ramos, qui était donc traduit par Mathieu Dos sous le titre Visaride. Et l'année dernière, alors que le festival avait programmé Steven Lisboa et Il Andrei de Você, une adaptation par José Barahona du roman de Luis Rufato, les éditions Chandaigne ont pu répondre en quelque sorte avec la publication donc, de la traduction de À Lisbonne, j'ai pensé à toi. La traduction était également signée Mathieu Dos. Et puis maintenant, nous sommes, Michel vient de me dire, Michel Riodel vient de me dire pendant la projection que le festival célèbre les 50 ans du tropicalisme, mais on peut aussi mentionner, donc ça fait 50 ans que João Guimarães Rosa est mort, un des plus grands, je suppose que vous connaissez tous, de réputation ou même par ses livres, Guimarães Rosa, un des plus grands noms de la littérature, je dirais pas seulement brésilienne, mais mondiale. On connaît moins bien sa biographie, donc c'est un aspect évidemment tout à fait central de ce film. Et on va revenir là-dessus avec Michel Riodel, donc, qui est universitaire, spécialiste de la littérature brésilienne et lusophone. Je voulais revenir rapidement sur le film parce que, à notre regret, évidemment les réalisatrices ne peuvent pas être ici. La monteuse Isabel Monteiro de Castro, qui était censée être ici, a eu aussi un empêchement. J'ai eu un échange avec les 2 réalisatrices, Adriana Jacobsen et Soraya Vilela, donc ça me permet d'avoir un certain niveau de connaissance. Je m'excuse par avance pour les lacunes par rapport à vos questions éventuelles. Ce qui me semble frappant dans ce film, premièrement, il présente une petite exclusivité. L'entretien qu'on voit de Guimarães Rosa qu'il a donné à la télévision allemande est un entretien inédit, et c'est, d'après ce que m'ont assuré les réalisatrices, les seules images où on peut voir Guimarães Rosa parler, donc les seuls témoignages audiovisuels de lui. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu auparavant au Brésil des images où on le voit s'exprimer, où notamment on l'entend avec sa voix. Et puis dans la mesure où l'extrait fait partie d'un pilote pour une émission littéraire allemande qui n'a jamais été diffusée, ce sont des images qui, même en Allemagne, n'ont jamais circulé. Les réalisatrices ont trouvé ces images dans les archives d'une des télévisions allemandes. Et je pense, donc, tout à fait pour ceux qui s'intéressent à l'auteur, c'est quelque chose d'absolument central et même émouvant, je dirais, de le voir s'exprimer ainsi. Même si les questions ne sont pas franchement passionnantes, cela est dû, j'ai vérifié après, au fait évidemment que lui, les extraits datent de 1962 et sa première traduction date de 68, donc en Allemagne. Donc il était à l'époque un auteur inconnu. En dehors de cela, il y a évidemment, je dirais, le travail sur l'image que je trouve vraiment remarquable. Les réalisatrices m'ont assuré que la totalité des images d'époque sont des images amateurs. Elles ont vraiment tenu à présenter cette période 38-42 de façon brute et directe, comme les gens, les Allemands, les habitants ont perçu cette période du début de la guerre mondiale. Ce ne sont donc pas des images de propagande, et je dirais que ce sont des images d'autant plus poignantes parce qu'elles traduisent vraiment, elles sont portées par un regard de citoyen, alors témoignent d'une empathie pour le nazisme ou non, mais ce sont des images qui sont beaucoup plus, je dirais, plus expressives que ce que l'on peut voir habituellement dans des films documentaires de ce type, portant sur cette période. Et puis, il y a évidemment tout le travail qui est fait sur donc, le rapport de Guimarães Rosa à l'Allemagne, et c'est un rapport qui est un peu à la fois exprimé via les lettres, donc, qui sont abondamment citées dans le film. Le film commence avec une lettre qu'il adresse à son père,
où il exprime un point de vue très très positif sur l'Allemagne, et ce point de vue positif est évidemment marqué par sa fascination qu'il a pour l'Allemagne et pour la langue allemande. On l'entend dire il était enfant, il avait acheté une grammaire allemande. C'est évidemment un comportement très inhabituel pour quelqu'un qui vient du Minas Gerais. Mais bon, il avait une curiosité qui se limitait d'ailleurs pas à la langue allemande, enfin, par rapport à ce film et par rapport à cette période, évidemment, c'est un fait tout à fait central. Et puis les autres lettres sont donc adressées à son frère, ce qui peut expliquer le changement de ton qu'il emploie dans la lettre, mais ce sont des lettres aussi qui traduisent surtout son changement de point de vue et sa perception du réel qui a infléchi évidemment son comportement, et jusqu'à la fin où on a ces rapports de la Gestapo sur son comportement, sur ses expressions, sur ses dessins, et sur le danger sans doute relatif ou même concret qu'il a encouru en étant interrogé donc, par la Gestapo, ou par les rapports qui ont été faits. Après, le film est aussi remarquable par le travail. Donc, les réalisatrices m'ont assuré qu'elles ont travaillé une dizaine d'années sur le film, peut-être pour situer le cadre un peu. Et on voit en voyant le générique défiler à la fin que c'est vraiment du travail de longue haleine qui a été effectué. C'est un film qui a accumulé une centaine d'heures de rush, de matières premières, qui ont été montées par un monteuse. Ça aurait été intéressant de la voir ici, pour savoir comment elle a organisé tout ce matériel. Donc une centaine d'heures de matériel qui a été condensé sur ces 73 minutes, au cours desquelles, au fond, on a deux fils qui sont un peu tressés par le montage et par cette décision de chapitrer le film. Il y a le fil autobiographique, qui est biographique, qui est très, très, très intéressant, et puis il y a le fil littéraire. Et je vais peut-être commencer avec cette question pour toi, Michel. Il y a cette fameuse phrase de Guimarães Rosa où il dit qu'au fond, son œuvre est une autobiographie irrationnelle. C'est un terme qu'il avait créé. Est-ce que, à travers ce film, je crois qu'il existe une biographie de Guimarães Rosa qui a été rédigée par sa fille, Guillaume. Au fond, sa vie n'est pas particulièrement bien connue. Est-ce qu'à travers ce que l'on apprend dans ce film sur son séjour en Allemagne, est-ce qu'on arrive à isoler quelques signaux dispersés comme ça qui nous permettent de retrouver sa présence en Allemagne et dans son œuvre? Oui. En fait, quand on m'a accroché mordu à l'hameçon Guimarães Rosa, on est très curieux, on est très content de voir des films comme ça, parce qu'on veut en savoir plus sur l'œuvre, mais aussi sur l'homme. Voilà. Moi, je sais pas, vous sans doute, on a des moments d'émotion en écoutant Bach ou comme la citation du film Un impromptu de Schubert, ou en lisant quelques pages de Guimarães Rosa, et on pense que ces gens ont donné du temps, leur temps, et nous rendent heureux. C'est quelque chose d'incroyable. Et en lisant Guimarães Rosa, on est transporté, on est plus grand. Voilà. Et donc on est à l'affût, y compris de ce genre de documentaires qui évidemment ne mettent pas au premier plan l'œuvre, mais nous disent des choses un peu sur l'œuvre. Moi, j'étais content de retrouver mon Bourrigne Pedrez, par exemple, le petit âne, le 7 de carreau, dans cette histoire, peut-être qu'on y reviendra, et qui aiguise notre curiosité, parce qu'il y a des moments où on a envie d'en savoir plus que ce que le film nous dit. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je trouve que ce film a de grands mérites.
Et sur le Guimarães écrivain, on l'entend raconter cette histoire aux critiques allemands dans cet entretien audiovisuel qu'il aurait abandonné ses poèmes et renoncé à les publier parce qu'il y a eu ce passage par l'Allemagne, cette rupture finalement. Mais en fait, dans le même moment où il dit tourner la page en quelque sorte de sa poésie, même s'il envisage d'en venir au hiéroglyphe, il est malin dans son retournement du commentaire du journaliste, il est en train de corriger une première version ou une xème version de Sagaran. Donc il n'est pas complètement improductif du côté de son œuvre. Donc voilà, ça c'est un moment intéressant parce que quand j'ai traduit au Bourrigne, une chose qui m'apparaissait de façon très claire, c'était l'insistance qu'il mettait à parler des métissages de races bovines comme évidemment quelque chose qui correspond au discours national qui s'est mis en place dans les années 30 sur le Brésil lui-même. Mais en voyant le film, je me dis que c'est peut-être aussi une réponse à ce qui est en train de devenir l'Allemagne à ce moment-là, pour lui, on sent que c'est pour lui une horreur, cette idéologie de la race pure, etc. Peut-être que le Bourrigne peut être lu aussi comme un contrepoint à ce contexte allemand. Alors, peut-être pour situer rapidement, pour ceux qui ne sont pas immédiatement familiers avec la chronologie, hein, donc,